Bonsoir à tous, ravi d'être là. Good evening, Julien. Je vais essayer d'être un petit peu concis pour essayer d'aborder tout ce qui est problématique de sécurité et de protection des sources en règle générale, et surtout vous parler un petit peu du média Internet et de tous les dispositifs aujourd'hui que vous connaissez, que vous avez dans la poche, que vous avez au bureau, enfin sur votre bureau, qui vous permettent d'accéder à un réseau d'informations que vous pensez à peu près neutre, que vous pensez être le même à peu près dans tous les pays, que vous pensez acheminer les informations que vous décidez vous-même d'envoyer et que vous recevez les informations qu'on décide de vous envoyer. Et malheureusement, en fait, on s'est rendu compte très très rapidement, il n'y a pas longtemps, que c'était pas tout le temps le cas, que c'était pas tout le temps le cas dans tous les pays, que c'était pas tout le temps le cas avec tous les réseaux sociaux, par exemple. Comment vous expliquer ça? Les révélations d'Edward Snowden sont évidemment super importantes. De notre côté, on observe un petit peu le petit monde de la surveillance en France et ailleurs. Il faut savoir que la France est l'un des principaux marchands d'armes électroniques. Il est dans le top 3 mondial. Ce qu'on appelle armes électroniques couvre aussi bien des outils d'intrusion, donc des petits logiciels qu'on va inoculer sur vos ordinateurs ou sur vos téléphones pour pouvoir suivre vos conversations. Donc là, on est vraiment dans le cadre de l'atteinte à la vie privée quand il s'agit d'interception, on va dire, non contrôlée par un juge. Quand on parle d'interception massive, typiquement ce que fait la NSA, ce que font d'autres services dans d'autres pays, ou alors des dispositifs qui sont placés justement pour écouter à l'échelle d'une nation. La première fois qu'on a été confronté à ce genre d'outils, donc Edoui en parlait à l'instant, c'était sur la Libye. On a découvert qu'une entreprise française avait vendu et fabriqué sur mesure, j'insiste en fait sur ce point, fabriqué sur mesure un système de surveillance vendu à M. Kadhafi, donc au service de M. Kadhafi, et en l'occurrence à son bras droit de la sécurité intérieure, qui était également son beau-frère, et qui est un monsieur qui a été condamné par la Cour pénale internationale pour son rôle dans l'attentat du DC-10, qui a été condamné par contumace en France pour son rôle dans l'attentat du DC-10, mais qui est également recherché par la Cour pénale internationale. Donc quelqu'un de fort peu sympathique, mais à qui on n'a pas hésité à fabriquer un outil de contrôle et de surveillance d'Internet. On a fabriqué donc sur mesure, on lui a vendu, on allait le former évidemment. On a envoyé également des petits bras musclés de l'État français, à savoir la Direction Générale de l'Armement, des gens de la Direction Générale de l'Armement, pour aller former les équipes de quelqu'un qui était condamné en France. On a su ça quelque chose comme 2 ou 3 jours après le début de la révolution libyenne. Donc on a commencé à se gratter la tête, on s'est dit mais est-ce qu'une entreprise française peut décemment vendre ce type d'outil à un État dans un contrat qui s'appelle Homeland Security? Sur les brochures, vous avez un outil qui se targue et qui se vante de pouvoir intercepter toutes les communications à l'échelle d'une nation sans que l'État français ne soit au courant. Bon, évidemment, quand on a commencé à poser la question, on nous a dit que non, c'est du matériel informatique grand public. Évidemment, vous avez tous ce genre de matériel dans votre salon. C'est du matériel grand public, donc il n'y a pas besoin d'autorisation. Le cabinet du Premier ministre n'en savait rien, et de toute façon, c'est pas du tout de notre fait. Donc on a reposé la question de manière un petit peu plus insistante, en demandant, vous n'êtes pas au courant qu'il y avait quand même des gens de la DGA qui étaient partis former former les équipes de la DGA. Non, pas du tout, on n'est pas au courant, d'ailleurs, enfin bon. Là, on avait posé la question quand même à l'époque, le gouvernement, donc c'était un gouvernement de M. Sarkozy. On avait eu une réponse donc de M. Juppé à l'époque qui nous expliquait que ce matériel étant du matériel grand public, pas besoin d'avoir une autorisation quelconque. On a reposé récemment la question donc, au gouvernement socialiste et figurez-vous qu'on a eu la même réponse, mot pour mot. Ceci étant du matériel grand public. Alors, au bout d'un moment, on s'est dit, c'est vrai qu'il y a un mythe des fonctionnaires qui passent un petit peu les gouvernements comme ça, des attachés parlementaires ou sénatoriaux qui passent les gouvernements et qui arrivent à écrire le même genre d'idiotie, excusez-moi le terme, et la faire passer, qui sont lus devant l'hémicycle, donc devant la représentation nationale, sans trembler des genoux. Si vous voulez, au bout d'un moment, quand on est confronté à ce genre de choses, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on est un tout petit média, mais on est les seuls à poser la question, en dehors évidemment de médias comme Mediapart ou d'autres médias d'investigation qui s'impliquent et qui commencent à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais je vais vous prendre un petit parallèle. On a pris une autre entreprise américaine, un petit peu la main dans le pot de confiture, qui était en train de vendre
des systèmes de filtrage, cette fois à la Syrie. Cette entreprise américaine, donc Blue Coat, a vite été condamnée. En fait, il y a une enquête du département d'État américain. On a très vite retrouvé les gens qui avaient passé ces matériels qui étaient interdits à l'exportation, évidemment, pour ce genre de pays et pour ce type d'usage. En France, ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant qu'une instruction est en cours, pas en cours, alors on ne sait pas trop. Mais 2 ans et demi qu'il ne se passe rien. Pour vous prendre un point de comparaison, aux États-Unis, ça a mis à peu près 2 mois pour que le sous-traitant soit condamné à plusieurs millions de dollars d'amende. Donc les États-Unis, avec leurs whistleblowers, avec leur faculté à écouter tout le monde, il faut bien comprendre quelque chose. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même qu'il y a un certain contrôle de ce qui a été fait. Même s'il y a eu des abus, il y a un certain contrôle. En France ou sur d'autres pays européens, on a beaucoup plus de doutes en fait sur ce contrôle. Et donc moi je vous invite un petit peu à vous questionner sur l'aspect trahison, sur l'aspect vraiment odieux qu'une entreprise, qu'elle soit française ou américaine, peut avoir à vous faire signer une charte de la vie privée et derrière à communiquer vos données personnelles massivement. On peut prendre très bien en France un exemple d'un opérateur. Si on prend par exemple les fadettes, tout le monde sait bien qu'avec les fadettes, aujourd'hui, on n'a pas spécialement besoin d'avoir le contenu pour confondre en fait, pour confondre une personne et puis pour la tracer quelque part. C'est toutes ces questions. Alors les fadettes font appel à ce qu'on appelle des métadonnées. On n'a pas accès à vos conversations. Mais tous ces éléments font que votre vie privée, en fait, on vous la vole quelque part. Et si on vous vole votre vie privée, on vous vole le pilier essentiel à l'exercice de votre liberté d'expression sur Internet. Donc essayez d'imaginer la régression qu'on subit quelque part, à savoir qu'on est écouté massivement. Avoir le droit de publier sur un réseau social, avoir le droit de publier sur Internet, c'est bien, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque de la presse écrite. Aujourd'hui, n'importe qui peut effectivement prétendre à une certaine liberté d'expression, surtout en France, pouvoir publier quelque chose sans avoir de raison d'être inquiété, sauf dans certains cas. Mais essayez de comprendre qu'il n'y a aucun moment où vous aurez votre liberté d'expression si on vous vole votre droit à la vie privée. Voilà. Merci. Merci.